Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule. Cette fois-ci, nous allons porter notre attention sur la chimie des énolates. Qu'est-ce que c'est que des énolates? Eh bien, en fait, c'est lorsqu'on prend soit un aldéhyde ou une cétone et qu'on réussit à mettre une charge négative sur un carbone voisin du COO. Donc, ça va nous permettre de faire beaucoup de choses. Euh, Surtout des réactions avec des électrophiles. Donc des électrophiles qu'on a déjà vus ou d'autres, en fait des électrophiles variés, tels que ceux qu'on a déjà vus. Donc par exemple ici, on forme un énolate. Donc l'énolate est ici. Je vais vous parler un petit peu plus qu'est-ce que c'est que ça veut dire LDA. Et on obtient une charge négative sur le carbone voisin du COO qui est en résonance, puis ça on va en reparler dans cette capsule. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en présence un électrophile, comme par exemple un RX, qui va ajouter donc, la portion R, qui est électrophile, avec le carbone qui est moins, vont donc se lier ensemble pour former un nouveau lien. Donc toute cette chimie-là est présente dans votre manuel aux pages 288 à 297. Donc la majorité de ce qu'on va voir dans cette capsule est présente là si jamais vous voulez aussi lire dans cette section-là. Mais j'en présente aussi qui vient de d'autres sources, de d'autres manuels. Alors, première chose qu'on va s'attarder, c'est l'équilibre qui existe entre une cétone ou un aldéhyde et une forme qui s'appelle énolique. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le cours de chimie organique 1, mais si vous ne vous souvenez pas, ben, il existe une interconversion rapide entre un aldéhyde ou une cétone et sa forme énol, forme énolique. Cet équilibre, on l'appelle ça une tautomérisation cétoénolique et elle est due au fait qu'il y a un hydrogène qui est ici, qui est en position, ce qu'on appelle position alpha, par rapport au COO. Donc le COO est généralement appelé le carbonyle. Donc c'est soit un aldéhyde ou une cétone, votre carbonyle. Donc ça, c'est votre forme cétonique ou forme aldéique. Peu importe si c'est un aldéhyde ou une cétone, mais on va dire souvent forme cétonique. Et vous aurez, pour avoir cet équilibre-là, vous devez avoir juste à côté, en voisin, un carbone, donc un carbone qu'on appelle alpha, et il doit posséder un hydrogène. C'est cet hydrogène-là qui nous intéresse parce que cet hydrogène est légèrement acide, soit un pKa autour de 17 à 20. Donc, un petit peu acide. Causé par quoi? Causé par le fait qu'il y a un double O, donc un oxygène qui est, par effet inductif attractif, tire les électrons de l'hydrogène, ce qui fait en sorte, de carbone et de l'hydrogène, ce qui fait en sorte que l'hydrogène est légèrement plus acide. Par contre, pour le carbone qui est ici, un peu plus loin, qu'on appelle carbone bêta, lui est trop loin pour qu'on vienne chercher cet hydrogène-là. Donc, il faut vraiment que ça soit l'hydrogène en alpha. L'hydrogène qui est ici, pour un aldéhyde, lui n'est pas acide. Donc, il faut faire attention, cet hydrogène-là, il n'est pas acide. Je ne l'ai pas mis ici, là, j'ai juste oublié dans le dessin, mais normalement, il devrait avoir encore l'hydrogène ici. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un équilibre qui existe entre la forme cétonique, donc COO, et la forme où l'hydrogène qui était ici en alpha va aller sur l'oxygène et la double liaison va migrer entre les deux carbones, comme ceci. Donc le carbone qui avait le COO et le carbone qui était en alpha de ce carbone-là sont maintenant liés par une liaison double et le O est maintenant un OH, donc un alcool. Donc c'est pour ça qu'on dit que cette forme-ci est une forme avec un alcool et une double liaison, donc énol. Donc c'est une forme énolique. Vous pouvez voir que c'est un équilibre. Donc c'est un équilibre qui favorise majoritairement la forme cétonique. Pourquoi? Parce que la forme énolique, elle n'est pas très très stable. Donc généralement, c'est la forme cétone ou aldéhyde qui va être plus importante, donc en plus grande quantité. Cet équilibre-là est possible parce qu'il y a l'hydrogène qui est ici en alpha de l'aldéhyde ou de l'acétone, comme j'ai dit, qui est légèrement acide. Par contre, si on le compare à un
H d'un alcyne. Hein. Si vous vous rappelez, un alcyne, ça a un pKa d'environ 25. Donc, c'est très, très similaire. C'est même un petit peu plus acide qu'un H d'un alcyne. Par contre, c'est moins acide qu'un alcool. Donc, il y a un pKa de 16 environ. Donc, c'est quand même aux alentours de l'acidité d'un alcool, qui est quand même bien. Cet équilibre-là, il existe en deux possibilités, soit en milieu acide ou en milieu basique. Donc, je vais vous présenter le mécanisme général là, de cet équilibre-là, juste pour vous rappeler de quoi ça ressemble. Donc, en milieu acide, qui n'est pas nécessairement celui qu'on va s'intéresser beaucoup, parce que nous, on va s'intéresser plus à la forme énolique, sous la forme d'énolate. Donc, c'est seulement en milieu basique qu'on va le retrouver. Mais je vais quand même vous présenter celui en milieu acide. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le double O, l'oxygène a beaucoup d'électrons. On va aller venir chercher un hydrogène de notre acide, donc qui est généralement un acide qui va être en milieu aqueux, donc dans de l'eau, donc ça va être H3+. Donc, on va venir protoner notre oxygène qui est le COO, donc du carbonyle. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on a donc la forme protonée qui est en résonance avec la forme où c'est le carbone qui a la charge plus. Donc, ces deux formes-là existent. Peu importe sur laquelle, par la suite, on va faire la réaction. Donc, l'oxygène de l'eau, qui est la meilleure base du milieu. Donc, la meilleure base du milieu va venir chercher un des H qui est en position alpha, parce qu'il est légèrement acide, et va venir former la liaison double. Donc, si jamais ça serait sous cette forme-ci, ben, on viendrait former la liaison double et on déplacerait la liaison double du carbonyle en même temps, plutôt que de faire la résonance d'abord. Mais peu importe, ça arrive toujours à la forme ici, qui est la forme finale, qui est une forme énol. Dans le cadre du cours, nous, on va s'intéresser plus sur la forme énolate. Donc, ce n'est pas la forme énol qui va nous intéresser, quoique les énols peuvent faire quelques réactions similaires aux énolates. Donc, ils peuvent avoir leur utilité. Mais nous, ce qui nous intéresse plus, c'est en milieu basique. Parce qu'en milieu basique, directement, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir chercher le H en alpha du carbonyle. Donc ici, vous avez deux H en alpha du carbonyle, donc on a le choix, on en prend un des deux par une base. Donc on doit avoir une base assez forte pour venir chercher ce H-là, qui va poser les électrons sur le carbone, donc former un carbanion. Ce carbanion-là est en résonance avec la forme qu'on appelle énolate. Donc cette molécule-ci, okay, c'est un énolate parce qu'il est en résonance entre ces deux formes-là. Donc, souvent, on va appeler cette forme-ci plus l'énolate, quoique c'est des formes de résonance, donc c'est la même molécule. Donc, ceci peut être aussi considéré comme un énolate, parce qu'on sait que c'est en résonance. Donc, les deux existent, les deux formes sont possibles. Les deux donc, sont en résonance l'une avec l'autre. Si jamais votre base n'est pas assez forte, qu'est-ce qui va arriver? C'est que par l'équilibre, on peut venir protoner l'oxygène qui est ici pour former la forme énol. Mais généralement, nous, on ne va pas vouloir faire cette étape-là, on va vouloir utiliser l'énolate, donc la forme qui est ici dans la résonance, directement pour pouvoir faire des réactions. Donc, je vous ai introduit avec l'équilibre céto-énolique pour venir vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on va faire avec cette forme-là d'énolate. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut substituer l'hydrogène en alpha du carbonyle par différents types d'électrophiles, que ce soit en milieu acide ou basique, en utilisant justement l'équilibre céto-énolique. Mais nous, on va s'intéresser beaucoup plus au mécanisme basique qui utilise l'énolate que je vous ai présenté. Donc, ce qu'on a besoin, c'est une base pour former notre énolate. Donc, vous avez ici le mécanisme général de comment former votre énolate. La base, on prend un doublet libre de la base, on vient chercher l'hydrogène, un des hydrogènes sur la carbone alpha, il faut absolument en avoir un. Si vous n'en avez pas, à ce moment-là, il n'y a rien qui se passe. Vous n'allez pas avoir la formation de votre énolate. Donc, les bases qui peuvent être utilisées pour former les énolates,
sont par exemple du NaOH, LiOH, des choses comme ça, ou encore des bases un peu plus fortes comme la base, le LDA. Je vais vous présenter un petit peu plus tard dans cette capsule c'est quoi la différence entre ces deux types de réactifs. Le LDA, pour ceux qui veulent tout de suite savoir à quoi ça ressemble, ben c'est le diisopropyl amidure de lithium. Et c'est donc la molécule qui est ici. Donc c'est un azote chargé négativement. Donc ça ressemble un petit peu à NaNH2 que vous aviez vu précédemment. Donc c'est une base encore plus forte que le NaOH. Parce que OH-, oui, c'est une base correcte, mais c'est pas dans les bases les plus fortes qu'on pourrait utiliser. Alors, une fois que vous avez votre énolate, la prochaine chose, c'est de l'utiliser avec un électrophile. Les électrophiles que vous utilisez, plusieurs types de formes. Donc, qu'est-ce qui va arriver de façon générale avec votre électrophile, c'est que l'énolate, qui est chargé négativement, soit sous cette forme-ci ou sous la forme de résonance, mais souvent on va partir de celle-ci, parce que la charge déjà négative au bon endroit, va venir chercher à faire un lien avec l'électrophile qui manque d'électrons. Donc, on a beaucoup d'électrons sur l'énolate, on vient faire un nouveau lien avec l'électrophile qui vient se connecter sur le reste de la molécule en alpha du carbonyle. Donc, ces types de réactions-là, les énolates, c'est d'excellents nucléophiles qui vont réagir donc avec des électrophiles comme Rx, que je vous ai montré dès le début, ou encore XX, donc Br2, Cl2 par exemple. Donc, voici quelques exemples de ça. Donc, si je forme mon énolate, okay, comme j'ai montré précédemment, soit avec un AOH ou avec LDA, comme j'ai dit, je vais parler de la différence plus tard, mais pour l'instant, vous pourrez utiliser un AOH, il n'y a pas de problème. On obtient notre électrophile qui est en présence de CH3Br. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le Br, c'est un bon groupe partant, mais parce qu'il tire sur les électrons du lien avec le carbone, donc le carbone il est légèrement chargé positivement, donc c'est un bon électrophile. Donc avec le nucléophile qu'on a ici, qui est notre énolate, on vient attaquer le carbone, on fait partir le brome, donc on vient ajouter un lien carbone-carbone. Évidemment, on pourrait avoir une chaîne un petit peu plus longue de carbone pour ajouter une chaîne selon ce qu'on désire. Et là, ici, j'ai pas mis de 3D parce que c'est pas un carbone qui est chiral, mais lorsqu'on attaque à partir d'un énolate, on pourrait attaquer vers l'avant ou vers l'arrière sur le CH3. Donc, on pourrait avoir le lien soit à l'avant, soit à l'arrière. Donc, il n'y a pas vraiment de différence ici. Donc, on pourrait avoir un mélange racémique dans le cas où on forme un carbone qui est chiral. Donc, même chose ici, là, j'aurais dû le mettre avec la vaguelette pour vous montrer que ça peut être en avant ou en arrière pour le brome. Et ici, c'est un peu la même chose, sauf qu'avec Br2, ben, notre électrophile, c'est un des deux Br. Puis l'autre Br ben, va partir sous la forme de Br-, simplement. Il n'est pas un réactif trop fort, donc il ne va pas revenir pour attaquer, il va juste être libéré sous forme d'ion, Br-. Donc l'autre chose que je vais vous montrer, c'est les réactions d'aldolisation. Donc là, les électrophiles que je vais montrer, c'est par exemple AX ou X2, mais ce qu'on peut utiliser, c'est utiliser un électrophile qui est un autre COO, donc un autre carbonyle. Donc qu'est-ce qui arrive lorsque je prends un carbonyle plus un deuxième et que à l'aide d'un des deux carbonyles, je forme un énolate. Cet énolate-là va réagir avec l'autre carbonyle parce que dans un carbonyle, qu'est-ce que vous avez? C'est que vous avez un C qui est légèrement chargé positivement puisque l'oxygène tire sur les électrons. Donc, vous avez ici un site électrophile sur un carbonyle normal. Donc, cette réaction-là, c'est une réaction qu'on appelle d'aldol parce qu'on forme, aldolisation plutôt, on forme une molécule qui s'appelle un aldol. Donc, l'aldol, c'est qu'on a un aldéhyde et un alcool en même temps. Donc, pour pouvoir l'effectuer, cette réaction-là que je présente ici en exemple, ce que vous allez avoir besoin, c'est 2 fois le même, par exemple, aldéhyde. Puis là, je vais vous parler pourquoi ici j'utilise 2 fois le même aldéhyde. Tantôt, on va faire des croisés, ça veut dire qu'on va utiliser 2 carbonyles différents, puis on va voir qu'est-ce qui arrive. Mais si on utilise le même carbonyle,
La première étape, ça va être la formation de votre énolate en milieu basique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend un des deux, ça n'a pas d'importance lequel puisque c'est pareil. Donc, on a deux fois le même aldéhyde de départ, même, ou si on aurait la même cétone, mais ça, je vais en reparler un peu tantôt. Donc ici, on a juste une position de carbone alpha, c'est parfait pour simplifier un petit peu la chose ici. Donc on vient chercher le H qui est ici, donc un des trois, ça n'a pas d'importance lequel. On vient déprotoner, donc en position alpha du carbonyle, ça nous donne notre énolate, qui, je vous rappelle, est en résonance avec cette forme-ci. Donc peu importe si vous le laissez sous cette forme-ci ou cette forme-là, ça n'a pas vraiment d'importance pour le reste. Comme vous allez voir, moi je vais utiliser souvent cette forme-ci qui est celle qu'on obtient directement à partir de la déprotonation. Donc la formation de votre énolate directement. Et là, on forme aussi de la molécule d'eau parce qu'on a utilisé OH- comme base. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que la deuxième étape, c'est l'attaque nucléophile de l'ion énolate sur l'autre molécule d'aldéhyde qui n'a pas réagi en tant qu'énolate. Donc, on ne l'a pas fait réagir avec le NaOH. Donc, on va directement avoir, comme j'ai dit ici, un site électrophile. Donc, notre nucléophile va attaquer le site électrophile du COO, soit le carbone, puis on va briser la liaison COO pour avoir juste une liaison CO, et là, ça va mettre une charge sur l'oxygène. Donc, on crée un nouveau lien entre le carbone qui était ici et le carbone qui est là. Donc, c'est le nouveau lien que j'ai mis ici en rouge. Okay? Donc, vous aviez le carbone qui avait la charge négative. Et ici, vous aviez le double O avec le H. Donc, le H, je ne le dessine pas. Si vous voulez le dessiner, il n'y a pas de problème. Mais on se retrouve avec un nouveau lien entre les deux. Donc, ça, c'est souvent le problème que vous allez avoir, c'est que c'est un petit peu difficile lorsqu'on crée un nouveau lien carbone-carbone. Des fois, vous perdez le sens de il y avait combien de carbone dans la molécule de départ, puis on l'ajoute où. Des fois, vous ajoutez soit trop de carbone ou vous en enlevez un lorsque vous faites le mécanisme. Donc, assurez-vous de compter votre nombre de carbone sur les deux molécules pour ne pas en ajouter, puis faire le nouveau lien au bon endroit. La dernière étape, c'est que vous avez une charge négative sur l'oxygène, mais vous ne voulez pas avoir une charge négative à la fin. Vous allez avoir une forme neutre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va protoner l'aldol, donc la portion alcool, va venir chercher un H acide du milieu. Là, ici, vous êtes dans un milieu, par exemple, d'un NaOH avec de l'eau. Bien, l'eau, c'est la meilleure base, le meilleur acide du milieu. Donc, on va venir utiliser cette molécule-là comme notre acide et ça libère des OH- qu'on pourrait réutiliser pour pouvoir former une nouvelle molécule d'aldol, plutôt une nouvelle molécule d'énolate. Donc, on peut utiliser de façon catalytique là, le NaOH techniquement, donc, parce qu'il va être reformé à la fin. Donc ça, c'était une première possibilité avec cette réaction de condensation aldolique. Donc, après avoir obtenu l'aldol, il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre tout de suite l'aldol et le chauffer en milieu basique ou en milieu acide. Puis ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir la déshydratation de la fonction alcool pour former un alcyne. Donc cette réaction-là d'aldolisation suivie d'une déshydratation est souvent appelée condensation aldolique et produit un carbonyle alpha bêta insaturé. Donc, comme tantôt, on a la réaction aldolique, donc on forme notre aldol avec nos deux carbonyles dans du NaOH, ça forme notre aldol. Puis, si on continue, on chauffe en milieu soit basique ou acide. Donc, si on était déjà en milieu basique, on peut continuer avec la même base, faire juste chauffer. On va obtenir, au lieu d'avoir le OH ici, on va le retirer sous la forme d'une molécule d'eau. Donc, on va retirer un H et le OH pour obtenir de l'eau. Et on va avoir une double liaison entre ces deux carbones-là, parce qu'on va avoir retiré un H sur le carbone alpha et le OH sur le carbone bêta ici, pour former un alcène entre ces deux-là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un aldéhyde alpha, bêta, insaturé, parce qu'un alcène, c'est une insaturation. Donc, ça, c'est quelque chose qui va se faire assez facilement.
Donc, c'est une réaction qui est quand même bien à utiliser lorsqu'on veut faire une double liaison à cet endroit-là, en plus d'étirer la chaîne de carbone. Maintenant, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever les flèches, là, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter les réactions d'aldolisation croisée. Donc, ce qui est possible de faire, c'est de prendre deux types de carbonyl, puis d'essayer de faire une réaction entre les deux. Mais il y a un gros problème à ça, c'est qu'avoir la présence de plusieurs carbonyles, ça fait en sorte que plusieurs carbones en position alpha, qui peuvent être utilisés pour la première étape, soit la formation d'énolates. Donc, ce que je peux faire, c'est que si j'utilise le NaOH, puis là, le NaOH va voir soit l'aldéhyde que j'ai ici, ou l'acétone que j'ai ici. Donc, j'ai mis deux différents. Okay? Donc, c'est lorsqu'on fait une aldolisation croisée, c'est qu'on utilise deux carbonyles différents. Tantôt, j'utilisais deux fois le même, ce qui était plus simple. Quand j'utilise deux différents, le NaOH peut voir soit l'aldéhyde en premier ou l'acétone en premier. Si jamais le NaOH voit l'aldéhyde, on va voir l'énolate suivant qui va réagir sur l'acétone et nous donner l'aldol qui est ici. Donc, j'ai mis plus H+, parce que c'est la protonation là, finale. Juste simplifié ici pour question de vous présenter la molécule finale. Par contre, si le NaOH voit l'acétone en premier, on va obtenir l'énolate suivant, donc qui n'est pas le même que celui qui est là. Alors, quand on va avoir la réaction qui va se faire, ici, on va attaquer l'aldéhyde plutôt que d'attaquer l'acétone. Et donc, quand on va former l'aldol, vous pouvez voir que l'aldol qui est là et là, ce n'est pas la même molécule. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que lorsqu'on met tout de suite une cétone et un aldéhyde, ou en tout cas deux carbonyles différents ensemble, puis on met du NaOH, le NaOH pourrait réagir avec l'un ou avec l'autre en premier, puis là, ça va donner un gros mix de ce produit-ci, puis de ce produit-là. Puis là, ces deux produits-ci, à la fin, les deux aldols qu'on peut obtenir, ben, ils sont très similaires, donc on va avoir de la misère à les séparer, puis on va être en problème. Donc, pour éviter ça, afin d'avoir un meilleur contrôle, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord faire l'énolate avec une base forte, et après ça, on introduit notre deuxième carbonyle qui va servir comme électrophile. De cette manière-là, on a un contrôle et on sait quel produit on va obtenir à la fin beaucoup plus facilement. Donc, ce qui va arriver, c'est que je vais partir avec un des deux carbonyles, celui que je veux former l'énolate. Je vais le mettre avec ma base, comme par exemple un NaOH, puis je vais attendre que la réaction se fasse, que l'énolate se forme, et là, je vais introduire mon deuxième carbonyle pour pouvoir avoir la réaction dans le bon ordre pour former juste l'aldol suivant le plus possible. Et à ce moment-là, le mécanisme, à quoi ça va ressembler? Ben, c'est première étape, formation de l'énolate. Donc, on vient chercher le H en position alpha du carbonyle. Donc, ici, il y a deux positions alpha, mais puisque votre cétone qui est ici, elle est symétrique, ça n'a pas d'importance si vous venez chercher le H ici ou le H de ce côté-là. Tantôt, je vais vous présenter qu'est-ce qui arrive lorsque notre cétone n'est pas symétrique. Donc, si vous avez deux positions alpha qui ne sont pas pareilles, il va y avoir une différence. Mais ici, nos deux positions alpha sont pareilles, identiques, et donc, lequel vous allez chercher un des H sur, par exemple, ce carbone alpha-là ou l'autre, ça revient au même, ça vous donne le même énolate. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Donc, une fois que j'ai mon énolate, mon carbone chargé négativement ici, ça sert comme nucléophile, je viens introduire mon carbonyle qui va servir comme électrophile. C'est par exemple ici l'aldéhyde, mais ça pourrait être une autre cétone, c'est comme vous voulez, c'est par rapport à ce que vous désirez à la fin. Puis je vais ensuite suivre avec un petit peu d'acide juste pour m'assurer que le au moins soit ici protoné avec un H. Techniquement, dans de l'eau, ça se ferait pas mal automatiquement, mais juste pour s'assurer que la réaction est vraiment complétée,
à ce moment-là, on va vraiment terminer avec du H3O+. Même si je ne l'avais pas écrit en haut, là, vous pouvez toujours l'écrire parce que ça doit être impliqué un petit peu qu'on vient terminer avec un peu d'H3O+, juste pour venir neutraliser le milieu qui était déjà basique au départ, pour ne pas garder la base trop longtemps. Alors, ça c'était avec une réaction d'aldol croisée, donc on utilisait deux carbonyles différents, dans lequel je vous ai montré avec maintenant une cétone. Sauf que, comme je l'ai dit, ma cétone que j'avais précédemment, c'est une cétone qui était symétrique. Si votre cétone est asymétrique et qu'il y a deux positions alpha, okay, donc ici, là, j'aurais dû écrire alpha et non pas juste ça, du carbonyle, alors on peut avoir deux énolates différents. Donc, je vais vous présenter les deux possibilités. Ouais. Vous avez la possibilité de venir chercher, donc ici, dans l'exemple qui est là, qui est le 2-méthylcyclohexanone, j'ai le côté ici en bleu, je viens chercher un des deux H du côté ici, et je forme mon énolate qui est là, où j'aurais pu juste le laisser sur le carbone qui était ici. Évidemment, c'est en résonance entre les deux espèces. Donc ça, c'est l'énolate qu'on va appeler l'énolate cinétique. Puis je vais vous en reparler un petit peu par la suite. Tandis que l'autre côté, si je viens chercher le H qui est de ce côté-ci, donc le côté où il y a, par exemple, une chaîne de carbone supplémentaire, à ce moment-là, c'est celle en rouge. Donc ça, c'est celle qu'on va former ici, par exemple, la double liaison avec le O-, ou si on garde le double O avec la charge négative, qui est la forme de résonance, les deux seraient acceptés là, pour la représenter, ça serait l'énolate thermodynamique. Moi, je vais vous le représenter avec la double liaison qui est là parce que ça va mieux expliquer pourquoi il y en a un qui s'appelle cinétique puis pourquoi il y en a un qui s'appelle thermodynamique. Alors, quand on a deux types de positions, l'énolate qui est cinétique se forme lorsque on a une base très forte qui peut venir chercher le H qui est ici. Pourquoi on dit cinétique? C'est parce que ça se fait selon la vitesse de la réaction. Tandis que thermodynamique, c'est généralement lié avec la forme de chaleur, donc l'énergie qui est dégagée. Donc c'est généralement plus favorisé par l'énergie de la réaction. Et ça, c'est celle qui se fait avec l'hydrogène qui se trouve sur le carbone alpha qui est le plus substitué. Je vais vous en reparler par la suite. Donc, il y a une différence entre les deux, puis on peut contrôler si on veut avoir l'énolate cinétique ou si on veut l'énolate thermodynamique en choisissant la base appropriée. Donc, les énolates thermodynamiques, on les appelle ainsi parce que c'est l'énolate le plus stable. Pourquoi? Parce que c'est la double liaison la plus stable qui est obtenue parce que c'est la plus substituée. Donc, c'est pour ça que je vais montrer la forme avec la double liaison. Donc, la forme de cet énolate-là, malgré qu'elle est lente, se fait à l'équilibre, c'est quand même cet énolate-là qui va prédominer si on laisse assez de temps pour que la réaction se fasse et qu'on donne assez d'énergie. Donc, généralement, afin de l'obtenir en grande quantité, on va utiliser une base qui est relativement faible, puis on va utiliser un solvant, généralement, qu'on appelle protique. Donc, la meilleure façon de faire ça, c'est du NaOH dans de l'eau, qui est un solvant protique très bon. Donc, le NaOH, qui est une base faible et peu encombrée, ça va faire en sorte qu'elle va être capable, par l'équilibre, de tranquillement former un peu d'énolate sous cette forme-ci, qui est thermodynamique, parce que c'est la plus stable, qui va pouvoir ensuite réagir si on le met avec un autre composé électrophile. Donc, pour obtenir votre énolate thermodynamique, celui qui est obtenu lorsqu'on attaque l'hydrogène sur le carbone le plus substitué, à ce moment-là, on doit utiliser du NaOH, par exemple. Maintenant, si vous voulez obtenir les énolates cinétiques, donc l'énolate cinétique, c'est celui dont la double liaison est la moins substituée, qui se forme généralement plus rapidement, mais il est moins stable. Donc, pour avoir une base qui est généralement un petit peu plus encombrée parce que l'hydrogène en tant que tel, il est plus disponible, plus facilement pris,
Donc, si on veut vraiment que ce soit juste lui, si on prend une base qui est très, très encombrée, ben, elle va plus choisir d'aller chercher des hydrogènes qui sont peu encombrés, parce que sinon, ils rentreraient en conflit avec d'autres chaînes de carbone autour. Cet énolate-là, qu'on appelle l'énolate cinétique, c'est celui qui est contrôlé par la vitesse de la réaction. Donc, on veut que la réaction se fasse rapidement, et on ne veut pas qu'il y ait trop d'équilibre. Okay? Donc, l'utilisation d'une base forte et encombrée, c'est vraiment la meilleure chose. Donc, souvent, on va utiliser le LDA comme j'ai présenté plus tôt. Donc, c'est ça la différence entre utiliser le NaOH ou utiliser le LDA comme base. Si vous choisissez le LDA, vous allez prendre l'hydrogène, un des deux hydrogènes de ce côté-ci, qui est moins encombré, parce que le LDA est très encombré comme base, puis il est très fort, donc il va réagir avec le premier hydrogène qui peut réagir facilement, donc ceux de ce côté-ci, tandis que de l'autre côté, l'hydrogène en alpha, du carbonyle, il est avoisin d'une autre chaîne de carbone supplémentaire, donc un petit peu moins disponible, il y a un petit peu plus d'encombrement, donc le LDA va préférer grandement venir chercher un des hydrogènes ici pour créer la charge négative du côté du carbonyle, du côté droit, tandis que tantôt, avec le NaOH, on créerait la charge négative du côté gauche. Là, comme j'ai montré, la charge négative peut, par résonance, former la double liaison avoir la charge négative au bout avec l'oxygène. Donc, c'est vraiment selon ce que vous voulez comme contrôle. Vous pouvez soit utiliser le NaOH pour avoir une des deux formes d'énolate, excusez-moi, et ensuite, si vous voulez l'autre, vous devriez utiliser le LDA. Donc, ça dépend si vous voulez votre chaîne de carbone. Ajouter une chaîne de carbone de ce côté-là ou l'ajouter de ce côté-là. C'est là que vous avez du contrôle, vous avez du choix avec la base, votre choix de base que vous utilisez pour former l'énolate. Donc là-dessus, ça complète la capsule aujourd'hui. Vous pouvez donc compléter les exercices dans votre cahier d'atelier. Donc les exercices sur l'atelier 3 portent sur la chimie des énolates. Vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser et aussi de travailler le plus possible sur tous les exercices que vous pouvez. Puis si jamais vous avez de la difficulté, parce que là, j'ai parlé un petit peu plus de la chimie des cétones et des aldéhydes, mais il faut aussi, parfois, lorsque vous allez faire de la synthèse, vous aurez à réutiliser des réactions que vous avez précédemment vues dans le cours de chimie organique 1 pour former ces cétones ou aldéhydes avant de les utiliser pour soit faire des énolates ou les utiliser comme électrophiles pour des énolates. À ce moment-là, il faut vous rappeler toute la chimie du chapitre 10 de votre cours de chimie organique. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec ça, il y a des capsules qui sont disponibles sur le chapitre 10 avec les notes de cours. Donc, je vous invite à aller les réviser si vous avez besoin de ça. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine!